Eh ben, bonsoir à tous, du coup. On s'est déjà vu, mais bon, je vous dis bonsoir, ça sera plus sympa pour le début. Du coup, ce soir, on va changer un petit peu. On se disait, pourquoi pas parler de... on parle de Swift. On en parle beaucoup, parce que c'est un langage qu'on aime beaucoup, et on fait souvent de l'iOS avec ça. Mais Swift, ça a été conçu à la base pour être versatile, pour faire beaucoup plus de choses que ça. Et donc il y en a qui ont essayé de faire du serveur avec ça, et ça a beaucoup évolué depuis. Et là on va en parler avec une techno spécifique dont je vais vous parler ce soir. Mais d'abord, voilà, on va parler de Swift. Swift, maintenant ça fait quelques années que c'est lancé. Et puis on a eu la chance en 2015, j'ai regardé la date, je me suis dit, déjà, en fait c'était déjà en décembre 2015 que c'est devenu open source. Donc ça a été annoncé à l'époque, Swift.org qui est sorti, et puis tout était disponible sur GitHub. Génial, ça a beaucoup bougé, ça a beaucoup évolué, et à un moment il y a eu une petite entrée sur ce site qui est arrivé, qui est la partie Swift Server, où là ils ont dit tiens, on va mettre en place une sorte de communauté avec des gens qui ont travaillé sur leurs différentes bibliothèques et qui vont essayer d'organiser tout ça et de recentraliser le tout. Et c'est à partir du moment en fait où ce bloc de travail, ou ce groupe de travail a commencé à arriver, qu'on s'est dit ok, Apple essaye de se lancer dessus, va essayer de faire quelque chose, d'aller un peu plus loin. Et c'est exactement ce qui s'est passé. En fait, avec l'arrivée de Swift NIO, Swift NIO, Swift NIO, eux ils le prononcent NIO. Donc NIO, ça veut dire quoi? Ça veut dire Non-Blocking I/O. Donc ce qu'il faut comprendre pour en rentrer dans les détails, mais la plupart des bibliothèques, la plupart en fait des systèmes, ce qu'elles font, c'est qu'elles gardent server-side, elles créent un thread avec votre connexion sur ce thread, et c'est ce thread qui va gérer la connexion en synchrone. Et même si les appels sont en synchrone côté client, mais côté serveur, c'est synchrone. Et une fois qu'on a terminé, hop, on tue le thread. Mais du coup, ça veut dire que si vous avez n appels en parallèle, vous avez n threads en parallèle. Et donc c'est quelque chose qui est qui consomme vraiment beaucoup, et en mémoire, et en tout ce que vous voulez. Et donc l'idée de NIO, c'est de réutiliser les threads en fait au maximum, et d'éviter de bloquer les threads. Donc lorsque vous avez un traitement sur un thread, hop, il est mis en attente, super, on a un appel, on envoie ça au kernel, le kernel le gère très bien, et ensuite on réutilise le thread pour traiter un autre appel. Donc c'est vraiment du non-blocking, c'est eux qui gèrent. C'est très compliqué, mais c'est eux qui gèrent. Swift NIO, ça a été designé pour être cross-platform. Là, en l'occurrence, c'est macOS et Linux. Mais ce qu'ils disent, c'est on veut être sur toutes les plateformes que supporte Swift. Donc si plus tard, Swift supporte Solaris, je dis ça parce que c'est le premier qui me vient en tête, en gros, dans leur... merci Cyril. dans leur deal, c'est on va supporter Solaris. Et ce qu'ils amènent avec ça, ils ont amené aussi les promises et les futures. Donc ça, c'est un concept asynchrone. Je vais vous montrer ça un petit peu plus tout à l'heure. Il y a déjà eu une présentation il y a un an chez iAdvice dans les autres locaux par Julien Quéré des promises et des futures. Donc si vous voulez aller plus loin aussi là-dessus, vous pouvez rentrer dedans. Mais là, c'est une implémentation qui est amenée par Apple des promises. Et pour le fun, parce que c'est pas le but de Swift NIO, ça permet de faire du multi-protocole, de faire beaucoup de choses. Mais ils ont dit, on va vous apporter aussi l'implémentation d'HTTP 2 dessus. Donc il y en a beaucoup qui l'utilisent, mais c'est pas le but de Swift NIO à la base. Voilà, ça c'est la grosse parenthèse Swift NIO. Je voulais absolument vous en parler parce que c'est une lib excellente. Et ça c'est par Apple. Donc ça on va pas l'utiliser en direct, bien qu'on puisse, mais il y a des choses beaucoup plus haut niveau en fait qui existent dans le monde du Swift Server. Donc il y a beaucoup de bibliothèques, mais il y en a 3 grandes. Perfect, Kitura, qui est backed par IBM, c'est IBM qui s'occupe de cette bibliothèque, et Vapor. Perfect, j'ai regardé, c'est pas très actif comme communauté dernièrement, ça bouge beaucoup moins, les derniers changements ils datent d'il y a à peu près 2 ans. Kitura bouge beaucoup, justement parce que c'est porté par IBM. Maintenant, ils sont toujours sur leur système, leur back-end, sur leur propre système, mais ils implémentent aussi maintenant Swift NIO, donc si vous voulez utiliser Swift NIO avec Kitura, c'est possible.
Et Vapor. Vapor, il bouge beaucoup, la communauté est très très grande. Et ils sont aussi sur SwiftNIO, ils sont même un petit peu fous parce que SwiftNIO a été annoncé à TriSwift Tokyo l'an dernier, donc mi-mars, et fin mars, enfin même une semaine après, ils avaient déjà une implémentation Vapor en bêta sur SwiftNIO. Donc voilà, donc ce soir, vous l'avez compris, on va parler de Vapor. Donc je vous l'ai dit, c'est basé sur SwiftNIO. Maintenant, il y a une très très grosse communauté et il y a énormément d'outils. Donc il y a Vapor de base, le Vapor Engine de base, c'est pas ce qui nous intéresse, d'autant plus que maintenant il peut être totalement remplacé par SwiftNIO pour le networking cross-platform. Mais par contre, tout ce qui est au-dessus, ça nous intéresse. Donc le routing des appels serveurs, le fait de se connecter à une base de données, d'utiliser un ORM plutôt que de faire des requêtes SQL par exemple, ou des trucs de ce type-là. Gérer beaucoup de choses qu'on a envie de gérer avec un serveur. Et pour l'installer, pour démarrer en fait Vapor, c'est aussi simple que ça. Vous tapez brew install Vapor. Si vous avez Homebrew, il n'est pas disponible sur MacPort, j'ai regardé. Et voilà, donc mes slides s'arrêtent là. Et du coup, je vous propose de faire une petite démo. Alors la démo, ça va être une grosse démo. En fait, ce que je vous propose, c'est de live coder carrément un nouveau projet avec vous, comme si on démarrait sur une API Vapor. Ça vous dit? Donc on va faire ça. Donc je suis en 4G, avec 2 barres. Normalement, ça devrait le faire. Mais voilà, bon, on va faire ça. Donc là, en gros, le truc que vous devez avoir, donc là, évidemment, j'ai installé Vapor. Donc on tape Vapor, New, et donc là, je vais créer un projet qui s'appelle Task API. Ça me paraît pas mal. Bon, il y en a plusieurs. Et donc là, ce qu'il va faire, en fait, c'est qu'il va aller récupérer un template que eux, ils ont déjà fait. Et ils vont le check out. Et ensuite, là, c'est un petit truc qu'ils ont fait. Donc c'est mis à jour, hein, chaque version change la couleur. C'est important pour eux. Et donc voilà, Vapor, Wave Framework for Swift, et on a Test API. Donc pourquoi Test API? En fait, je voulais juste aller pendant de ce petit talk, je ne sais pas si vous vous en rappelez, où j'avais fait une app de tâches, gestion de tâches. La gestion de tâches, c'est bien parce que c'est simple, c'est facile à comprendre, et donc on va faire l'API de cette app-là, de backend, ça veut dire. Donc là, du coup, intro, c'est fait. Hop. Voilà. Donc du coup, on est parti. Donc là, j'ai créé mon truc. Donc qu'est-ce qu'on a là-dedans? Je pourrais vous montrer avec les tasks. Donc là, automatiquement, il nous a récupéré ça depuis le Git. On a un certain nombre de choses, mais en fait, on va vous montrer ça avec avec un Visual Studio. Alors là, c'est pareil. Je pense que je vais vous grossir ça un petit peu, voilà, pour que ça soit plus lisible. Ça va comme ça? Ouais, parfait. Donc il nous amène un certain nombre de choses, des choses dont on n'a pas forcément besoin si, par exemple, c'est le Circle CI qui est utilisé de leur côté, même si on n'en a pas forcément besoin. Un répertoire public qui est utilisé pour stocker en fait toutes les ressources publiques que vous voulez mettre à disposition. Pour une API, souvent on n'en a pas besoin. Les sources, on ira tout à l'heure. Répertoire de tests, très utile, les tests, très important les tests pour une API, on en parlera tout à l'heure. Quelques fichiers, des fichiers de configuration pour leur système de cloud, mais bon, ça on n'en a pas forcément besoin. Des infos, un README, mais surtout un fichier package.swift. Alors pourquoi un fichier package.swift? Parce que le seul système, en fait, le seul moyen que vous avez de gérer les différents paquets, les différentes bibliothèques en Swift Server, c'est Swift Package Manager, donc SPM, qui gère pas iOS encore, mais qui est le moyen de gestion de version sur le serveur. Donc en gros, comment ça fonctionne? C'est assez simple. Alors je vois très mal, voilà. Hop là, comme ça c'est mieux. C'est assez simple, en fait, c'est juste un fichier .swift et puis vous définissez votre versionning en Swift, quoi. Donc là, vous dites que vous avez un package. Votre package, il s'appelle de ce nom-là, et voici les dépendances qu'il a. Donc aujourd'hui, il a une dépendance à Vapor avec telle version. Il a une dépendance à Fluent SQLite. Donc ça, Fluent, c'est le nom de leur ORM. Donc c'est
un système en fait qui va rendre abstrait une base de données en utilisant des objets et qui va être branché sur SQLite. Et puis ensuite on a nos différentes targets. Donc notre application qui est dépendant voilà, de ces frameworks-là. Donc l'application, elle est liée, elle a deux targets. Une target qui sert qui est juste un exécutable qui va se lancer, qui va lancer l'application. Donc en fait, c'est juste un run qui va lancer notre app. Et une target de test qui lance notre app. Donc on a le package et après, on a notre code et on va pouvoir coder. On peut coder dans VS Code si on le souhaite. Mais bien que je vous encourage à tester le Swift Language Server, qui est très bien intégré d'ailleurs dans VS Code, mais c'est quand même encore pas hyper pratique et c'est encore mieux. Enfin, c'est toujours mieux d'utiliser notre bon vieux Xcode. Donc pour ça, on a une petite commande en fait qui va permettre de générer un projet Xcode. En fait, plus précisément, c'est une commande en direct qui va appeler le Swift Package Manager pour aller récupérer tous les paquets. Et puis, donc là, c'est Vapor Update. Ça appelle en fait le Swift Package Manager. Derrière, ça va récupérer tous les paquets, donc faire l'update, récupérer tout ça. Et ensuite, encore via le SPM, donc via le Swift Package Manager, ça va nous proposer de générer un projet Xcode. Parce qu'on sait que aujourd'hui, Xcode, c'est le moyen, le principal pour pouvoir utiliser ça. Donc là, on me dit, ok, voilà, j'ai mes dépendances, est-ce que je veux générer le projet Xcode? Oui. Donc là, il me génère le projet Xcode. Super. Est-ce que j'ai envie de l'ouvrir? Oui. Donc après, vous pouvez aller plus loin et mettre un -y, comme ça, à -y, vous avez directement tout à votre disposition. Donc là, du coup, Xcode, il ne permet pas de lui zoomer sur le côté. Donc on a toutes les dépendances qui sont ici. Et puis, on retrouve nos sources, quoi. Donc dans nos sources, run, on a juste un main. Le main, en fait, tout ce qu'il fait, c'est initialiser une app sur l'environnement. Donc là, detect, en fait, c'est juste une détection de l'environnement courant. Et ensuite, on appelle la méthode run dessus. Donc, ça ne va pas plus loin. Pourquoi main? Parce que Swift impose, lorsque vous faites command line, donc là, en l'occurrence, c'est du command line, Swift, ce qu'il va faire lorsque vous lancez un package command line, c'est qu'il va chercher le main.swift, qui est le point d'entrée, et il le lance automatiquement. Ça, c'est Swift by design, c'est fait comme ça. Donc du coup, voilà, run, c'est tout ce qu'on verra de run, vous n'avez pas besoin d'aller plus loin. Et donc après, qu'est-ce qu'on a fait? On a app. Donc app, voilà ce qu'il fait. Il prend l'environnement, il va récupérer une config, récupérer des services, appeler une méthode configure, créer une application avec ça et la booter. Donc ce qu'on a, c'est que la méthode configure, elle est là. Donc là, il y a un ensemble de choses qu'on configure. Pas trop pour l'instant rentrer dans les détails, mais en fait, on a les routes, des middleware. Middleware, il faut comprendre que c'est juste une sorte de petit logiciel qui va gérer vos requêtes avant de les renvoyer. Ça va passer par là, c'est pas obligatoire, mais ça peut passer par là. Ensuite, la configuration de votre base de données. Et puis, la configuration de votre data model. Et ensuite, il y a juste boot. Si vous avez du code à faire pour vous, après tout ça, c'est appelé par boot. Et voilà. Ça va pour l'instant? Vous suivez? Donc, on va pas... Hop là. On va essayer de grossir tout ça pour que vous puissiez voir. Ça, on n'a pas besoin. Tac. Donc, du coup, voilà. Donc là, on a un projet. Ce qu'on va faire, juste dans le configure, en fait, aujourd'hui, on a une database SQLite, en fait, mais qui est stockée dans la mémoire. Donc, je vais juste vous proposer, en fait, de la stocker... on va faire ça là. Tac. On va la stocker dans un fichier plutôt qu'on va appeler DB SQLite. Ça, c'est juste pour qu'on ait quand même une certaine persistance entre mes différentes compilations. J'utilise SQLite pour la démo parce que c'est simple, parce que j'enregistre un fichier local. Évidemment, en prod, utilisez pas, tout dépend de votre besoin, mais Vapor peut se brancher sur du PostgreSQL, sur du MySQL, sur toutes ces sortes de choses-là. J'avais pas envie de monter un serveur Postgre pour la démo, donc je le fais pas, mais c'est possible. Donc voilà. Donc on va juste mettre ça, et ensuite on va aller voir ce qui se passe dans route, quoi. Donc là, dans route, on a déclaré du coup nos différentes routes. Donc c'est des routes qui sont déclarées par défaut. Donc là, on a la route standard, quoi, qui affiche It Works. On a la route Hello, qui affiche Hello World.
Et puis ensuite, on a un contrôleur. Bon, ça, on va aller voir le contrôleur après. Je vous propose juste d'abord de build and run. Et on va... build failed. Super. C'est ça qui est bien avec le live code. Et donc, qu'est-ce qu'il me dit? C'est parce que je suis sur mon téléphone et pas sur le Mac. Évidemment. Donc là, on a tout Nio qui passe en fait là-haut. On a le temps un peu de le voir. Nio qui se build pour la première fois du coup. Donc avec tout ce que ça implique, OpenSSL, etc. Tac. Et du coup, toujours build fail, super. Qu'est-ce qu'il me dit? Ah non, c'est bon, okay. C'est juste Xcode qui me dit... Donc là, il est en train de se lancer pour la première fois. C'est ça le problème du live code en fait, vous êtes obligé de m'attendre. Ouais, en fait, il sélectionne pas derrière, et pourtant c'est bien. Mais là, en fait, vu qu'il sait pas où il est, il me met tout quoi. Apple TV, générique, device, j'ai même le Mac quoi. C'est bon. Alors ça, on n'en a pas besoin. Donc là, on a quelques logs d'infos. Donc le fait qu'il est qu'il a migré en fait une source de données de SQLite, qu'il a migré un certain nombre de choses. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout ça. En gros, c'est bon, j'ai démarré sur localhost 8080. Super. Hop là, on va copier ça. Et puis on va aller voir ce que ça donne sur notre préféré, notre browser préféré. Absolument pas ça. HTTP host 8080. Voilà. Wouh! Donc là, ça rappelle un peu ceux qui avaient installé Apache 2 quoi. Donc on a un It-Works qui appelle la route de base et du coup j'ai déjà fermé mon Safari mais en gros si on tape la route Hello, soyons fous, Hello World. Donc voilà, et merci. Et donc, voilà, donc là on a notre serveur avec nos routes principales, mais évidemment, nous on a envie d'aller un peu plus loin. Donc en fait, nous ce qui nous intéresse, c'est de gérer des tâches. Donc pour ça, en fait, on a déjà un modèle. Alors c'est marrant, je le fais pas exprès, mais les tâches, c'est le truc de base qui est facile à gérer. En fait, c'est ce qui est inclus de base dans le template Vapor, ce qui est très utile pour moi ce soir. Donc en fait, on a un modèle qui est To-Do, ici, qui représente une tâche. Donc une tâche au sens le plus strict du terme, ça a un identifiant et un titre. Et encore, l'identifiant, il n'est pas toujours set, parce que quand on n'est pas enregistré dans votre base de données, il n'y a pas d'identifiant. Mais on a toujours un titre. Ça, un titre, c'est nécessaire. Et après, on a donc là, on importe la base. To-Do, il hérite de SQLite model pour dire que c'est un objet qui est représenté dans la base SQLite. Et puis, on a quelques autres petits objets. Donc, migration, on hérite en fait de ce protocole en fait pour pouvoir migrer en fait, passer d'une version de base de données à une autre. Donc là, on est à la version 1.0. Mais on pourrait être très bien à la version 1.0 déjà déployée et devoir gérer une migration vers 1.1 ou 1.2. Et donc voilà, donc là il y a j'ai rien implémenté là pour le moment, mais on peut implémenter des méthodes pour pouvoir gérer ces changements de base. Content, en plus c'est marqué dans les commentaires au-dessus. Donc content en fait c'est quelque chose qui va vous fournir un encodage et décodage automatique de votre objet. SQLite model en utilisant Codable en fait. Donc là, par défaut, vous allez avoir une représentation JSON par exemple de votre objet. Et paramètre, ça va permettre à To-Do d'être accepté en tant que paramètre de n'importe quelle requête. On va le voir tout à l'heure. Donc ça, on a notre objet To-Do.
Et on a un contrôleur, en fait, qui est là, qui est déjà implémenté, et qui implémente déjà plusieurs requêtes, donc l'index, la création et la suppression, qui sont en fait renseignées là. Donc là, on a notre to-do contrôleur qui va get l'index, qui va accepter un post pour créer l'objet et qui va accepter une requête delete en prenant un paramètre to-do pour pouvoir gérer le delete. Donc ça, c'est dans leur template. Les templates, ça bouge assez vite. Vapor 3, donc la version actuelle de Vapor, fait les choses mieux, plus proprement, et ils n'ont pas mis à jour le template parce que ça marche. Mais du coup, moi, je vais vous montrer ce qui est mieux pour les contrôleurs. Donc c'est bien de séparer donc, dans vos contrôleurs. Du coup, en fait, on peut le faire implémenter route collection. Hop là. Et une fois qu'on a implémenté le route collection, donc là j'ai Xcode qui va me demander hey, il te manque une méthode. Mais Xcode, voilà. Donc là il me manque une méthode qui est le boot. Donc j'ai un boot en fait au niveau de mon routeur. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est prendre en fait la méthode. Où est ma souris? Elle est là. Prendre, hop là, ce qu'on avait dans la route ici. Et le remettre dans le boot. Ça, c'est déjà un peu plus sympa. Du coup, on peut enlever tous les appels à to-do controller. Voilà, c'est le premier truc. Et dans la route, en fait, là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut prendre notre routeur et on peut register en fait notre route collection. Donc là, en gros, to-do controller. Voilà, c'est déjà un peu plus propre. On peut même directement créer l'objet dedans, pourquoi pas. Et nos routes, du coup, sont déclarées là. Bon, ça me plaît toujours pas, en fait, parce que, je répète, des chaînes de caractères. Les chaînes de caractères, on n'aime pas ça. On aimerait vraiment s'en passer le plus possible, parce que c'est pas type safe. Mais du coup, on a des choses qu'on peut faire. Donc là, par exemple, on peut déclarer une route qui va être un routeur, et on va créer un groupe, par exemple. Vous avez vu, ça marche bien, la complétion, pourvu que ça dure. Donc là, on a un groupe, on peut faire, on peut chaîner tout ce qu'on veut. Le versionning d'API, on peut en parler, c'est un sujet en soi. Moi, je vais juste décider de le mettre dans l'URL. Et puis, on va appeler to-do. Voilà. Et ensuite, cette route-là, en fait, on va la réutiliser. Hop là. J'utilise un outil qui réimplémente mon copier-coller. C'est bien pratique. Et du coup, je peux envoyer ça. Tac, enlever ça directement. Et voilà. Plus sympa, hein? Donc voilà, donc après, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, si je build and run, donc je stoppe mon serveur, il va redémarrer. Et du coup, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que j'ai oublié de mettre un try ici, évidemment. Ça peut failer. Voilà. J'ai voulu vous épargner les CURL, donc je vous ai mis un client REST comme un autre, il y en a beaucoup. Là, ça s'appelle Postman. Hop là, et il y a des requêtes to do qu'on ne voit pas, quasi pas. Voilà. Donc j'ai différentes requêtes. Donc là, on a la requête list en fait qui permet de faire l'index. On a la requête create qui permet de créer nos to do. On a la requête delete. Donc la requête list, en fait, on voit vraiment rien. Ouais, je crois qu'on peut changer en light. Thème, voilà. Ah, c'est déjà mieux. Alors, donc du coup, ce qu'on a, bon, j'ai un environnement qui pointe sur mon localhost 8080, c'est URL, c'est pour être un peu plus lisible. Donc là, je liste mes to-do, tout simplement, je fais un get sur mes to-do, et on va regarder ce qu'il y a derrière. Donc là, il n'y a rien, évidemment, j'ai aucun to-do. Du coup, je peux faire un create. Donc create, c'est quoi? C'est un post avec en JSON un titre, voilà. Et je balance donc ici du JSON, donc je dis qu'en fait dans ma header que c'est un content type application JSON. J'envoie ça. Voilà, donc j'ai créé des mots CocoAlg, je peux en créer plein hein, si vous voulez. Tac, 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 tac. Vous voyez, l'ID il est automatiquement incrémenté, c'est enregistré en base. Et du coup, je peux relister en fait derrière. Donc là, j'ai automatiquement un tableau avec mes objets. J'ai jamais fait ma représentation, c'est vraiment Vapor de base qui me fait ça, tout seul.
Et puis, bah, je peux delete, quoi. Donc, bah, si je delete, donc là, par exemple, le 1 ou le 3, hop, voilà. Donc là, ça m'envoie un 200 OK. Ah, j'aime pas trop ça, 200 OK. OK. On va voir si on peut le changer. Sinon, bah, si j'envoie, je sais pas, 34, quoi. Bon, bah là, j'ai une 404. Et puis, par défaut, j'ai une représentation d'erreur, en fait, sur Vapor. Avec des messages par défaut. Donc là, c'est un message qui m'est remonté par la couche Fluent, donc la couche ORM qui va fetch l'objet, voir qu'il n'y a pas d'objet, donc remonter une erreur avec un abort not found, et avec ce message d'erreur par défaut. On peut le catcher et en faire ce qu'on veut si on le souhaite. Donc voilà, ça c'était la petite démo de notre API qui tourne. Et comment ça marche derrière? L'index, du coup, c'est là. On prend notre objet to-do, on appelle directement, donc ça c'est le type de l'objet, c'est vraiment sur notre type. On appelle une query. Query, en fait, elle demande, ça c'est une méthode de Fluent, elle demande juste une connexion en cours. Donc une connexion en cours, c'est notre requête qui est en train de tourner, en fait. Donc on lui passe ça, puis on dit, bah, retourne-moi tout. Voilà. Et ce que ça nous retourne là comme type, all, en fait, c'est une feature d'un tableau de to-do. Donc une feature, c'est quoi? C'est juste, prenez-le comme un objet qui, à un moment, va réaliser un tableau de to-do, quoi. Mais de manière asynchrone. Donc ça met un moyen plus simple de manipuler de l'asynchrone. Donc nous, tout ce qu'on fait, c'est on query, en fait, tous nos to-do et on les renvoie. Oui? Est-ce que ORM fait de la request HTTP? La request HTTP, ouais. Là, en fait, il la garde, il tourne dessus, il ouvre la connexion database dessus. Et en fait, une fois qu'il a terminé tout ça, il retourne. En fait, il y a les features qui vont à l'intérieur. Les features ferment à chaque fois. Tac, tac, tac. Et à la fin. Ouais. On a besoin de la request. Et ça, après, ça passe dans NIO. C'est-à-dire que là, feature, c'est même pas un type. C'est même pas un type de Vapor, c'est un type de NIO directement. Et Vapor va exposer un NIO à bien des niveaux et c'est top qu'il le fasse. Mais si on le souhaite, ça on peut aller plus loin, mais si on le souhaite, on peut créer en fait une connexion de database sans avoir besoin d'une requête à un moment pour faire des choses un peu plus poussées. Et là pour l'instant on n'en est pas là, on a juste l'index. Donc là la création du coup ça se passe comme ça, on prend la requête, on va aller regarder là pour le coup le contenu de la request et on va essayer de la décoder en to-do. Donc là derrière ça appelle une méthode de décodable, et on va essayer de décoder un objet to-do. Si on n'arrive pas à décoder un objet to-do, là on a une erreur qui va être renvoyée à cet endroit-là, d'où le try. Et puis ensuite on convertit en fait, hop là je vais mettre qui sera plus lisible, on convertit en fait cet objet to-do qui a été récupéré, on convertit, on va juste en fait le sauvegarder en base. Donc là, on utilise la connexion à notre requête pour dire bah, je le sauve en base. Et voilà, et on retourne. Donc du coup, s'il y a le moindre problème à ce moment-là, il va fail. Et le delete, bah, pareil, on prend la requête. Là, cette fois, on ne va pas regarder le contenu parce qu'on n'a pas posté de body, mais on a posté juste, rappelez-vous, un ID qui était là. Et donc, il va... Xcode, voilà. Il va en fait essayer de récupérer un to-do en paramètres. Donc là, automatiquement, il dit « Oh là, j'ai un ID. On me dit que c'est un to-do un peu plus haut dans la déclaration, on dit que c'est un to-do. Donc là, j'essaye de décoder un to-do. Il va prendre l'ID automatiquement, regarder automatiquement dans Fluent s'il y a un to-do avec cet ID-là. Et s'il n'y en a pas, il remonte l'erreur, comme vous l'avez vu. Sinon, il me le retourne là, directement en feature. Et je peux le gérer. Donc là, en l'occurrence, je fais un delete. Et c'est pas un OK que je veux, c'est un no content. Parce que je préfère avoir un 204 plutôt qu'un 200 lorsque je fais un super. Donc là, bah, c'est juste une abstraction, hein, vous l'avez vu, de tous les codes de retour HTTP. Donc là, vous ne pouvez pas avoir quelqu'un dans le backend qui dit « je ne sais pas ce que c'est qu'un 204 » ou « je ne sais pas ce que c'est quelque chose ». C'est explicitement écrit dans le code. Oui, on a tous ce problème. Donc voilà, donc là, bah, on a ces trois méthodes-là. Et en fait, on a vu que dans le Postman, pour avoir un CRUD complet, enfin vraiment un système juste de management d'objets REST, get en direct
un objet, et on ne l'a pas de base, et c'est bien aussi de pouvoir le mettre à jour. Donc là, le mettre à jour, c'est un put avec l'ID de l'objet, et puis on change les données. Comme une create, mais sur un update. Et donc on va créer ça, je vous propose. Donc du coup, hop, on va l'ajouter, voilà, tiens. Donc là, on va ajouter une méthode, hop là, qui get juste un objet. Donc là, bah, tout ce qu'on fait, c'est qu'on fait la même chose que dans le delete. Hein. On va récupérer le paramètre, mais au lieu de le save ou de faire quoi que ce soit dessus, bah, on le retourne. Voilà. Donc là, bah, je vais juste déclarer ma route là-haut, quoi. Voilà. Donc là, je prends le paramètre et je la retourne. Et puis, du coup, l'autre méthode qu'on avait, c'était l'update. Donc l'update, il est là. Donc c'est un put sur un to-do, et on va appeler une méthode update qui n'existe pas encore, mais qu'on va créer, qui est là. Voilà. Ouais, je vous dis live code, mais j'ai quand même un peu préparé les méthodes. Gagner du temps, quoi. Du coup, donc là, ce qu'on fait, c'est que on a plusieurs choses à faire dans l'update. C'est un petit peu plus compliqué. On a besoin du retour de 2 futures, parce qu'on va récupérer un paramètre. Donc ça, c'est une future. Enfin, ça nous renvoie une future de to-do. On voit pas bien, mais ça nous renvoie une future de to-do. Et du coup, on a besoin de décoder aussi. On a vu avant que le body qu'on décode, ça nous renvoie aussi une future de to-do. Donc en fait, on a besoin de chaîner 2 futures. Et on pourrait le faire de manière un peu plus compliquée. Enfin, on pourrait le faire de manière naïve en disant je prends une future, je la flatmap pour récupérer le résultat, et ensuite je lance ma deuxième future, je la flatmap pour récupérer le résultat, et on se recule avec une méga pyramide qu'on connaît tous. Mais autrement, on a des méthodes simples qui permettent de chaîner les futures avec un flatmap, n futures derrière, on peut aller jusqu'à 6 ou 8 je crois de mémoire, et ensuite on les récupère toutes dans un tuple à la fin quand elles sont toutes résolved. Donc c'est juste une manière plus lisible en fait de noter des choses complexes. Et donc là, du coup, je récupère mon to-do qui est enregistré en base, qui correspond à l'ID passé en paramètre, et le corps en fait de ce que j'aimerais mettre à jour. Et du coup, j'ai mon titre, updated to-do title, je le set simplement comme un objet, et ensuite je le sauvegarde. Et je renvoie ça. Hop. Donc là, du coup, il est build succeed. Je n'ai pas vu s'il a eu le temps de se lancer. Il a eu le temps de se lancer, c'est parfait. Et donc, du coup, update. Donc là, vous vous rappelez, mes tasks, c'est que démo CocoAds. Je lui mets une new task CocoAds, je l'envoie. Bim, il me balance 200. Il me renvoie la tâche. C'est parfait. Et si je liste, voilà, mon ID, c'est bien new task CocoAds. Super. Cool. Ça a l'air de marcher pour mes trucs de base. C'est super. Et là, j'ai une application à peu près standard avec des routes plutôt standard, faciles. J'en ai quoi? J'en ai 5 à tout péter. Maintenant, imaginez que vous ayez une méga appli et qu'on vous demande de rajouter des features ou de changer des changements ou rajouter une V2 ou plein de trucs comme ça. Évidemment, vous n'allez pas prendre votre Postman à chaque changement et puis vérifier que tout répond bien, que si vous faites un update là et ça répond bien et puis on a bien ce qu'on obtient, etc. Vous voyez venir, il faut tester unitairement. C'est indispensable pour une API, il faut tester unitairement pour être sûr qu'on n'a pas de régression. Quoi. Et donc je voulais absolument vous en parler avant toute chose. On peut faire beaucoup de choses avec Vapor, et je voulais vraiment vous parler des tests pour vous montrer ce qu'on peut faire avec, quoi. Donc là, en fait, de base, on a une target de test qui crée en fait un truc vide. Donc vous connaissez les tests, ça utilise le framework XCTest, tout bêtement. Pourquoi? Parce qu'on utilise Xcode pour faire les tests. C'est Xcode qui est utilisé pour faire les tests ici. Du coup, là, il nous crée un XCTest case avec tout ce qu'on connaît des tests. Presque tout ce qu'on connaît des tests. Il y a juste ça que vous connaissez pas, mais on en parlera après. Et voilà, donc bon, ça on s'en sert pas, on va virer ça, parce qu'on n'a pas besoin. Par contre, alors j'ai pas viré le bon truc. Je sais pas ce que j'ai viré, mais j'ai pas viré le bon truc. Ouais, ça avait l'air en tout cas. Donc ça, c'est ça que j'ai envie de virer. Voilà, j'en ai pas besoin. Et donc dans cette target, du coup, on va créer un nouveau fichier. Fichier Swift.
Parce que les tests de base, ça demande quand même des prérequis, quoi. Ben voilà ce que j'ai viré. C'est ça que j'ai viré. Alors je peux faire un revert, mais vu que j'ai rien commit en fait depuis le début. Ouais, encore tu l'as. Bah non, en fait j'ai vu virer le répertoire public, c'est bizarre. C'est un répertoire biodynamique, dynamique. Ouais, mais c'est le. Ouais. Attends, je vais faire tac tac. Bizarre, pourtant si je fais pomme Z dessus, c'est pas grave. Mais répertoire public, c'est pas grave en fait. C'est ça que ça m'étonne. Si je fais juste nouveau fichier, j'étais bien sur Swift. Hein. Ok, bon d'accord. Donc là on va l'appeler application ça.testable. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. En gros c'est juste que j'ajoute des trucs à une application qui va permettre en fait de la rendre testable. Enfin, plus facilement testable. Oh mais non, j'ai pas besoin de ça. Hop. Donc, on pourrait faire ça, mais en fait, moi, je préfère faire ça. Donc là, en fait, qu'est-ce qu'il y a dans ce fichier? Il y a plein de trucs. En gros, on ajoute, en fait, donc on a une application, on crée une méthode, en fait, qui permet de la rendre testable avec d'éventuelles variables d'environnement. En fait, tout ce que ça fait, c'est que ça va faire à peu près la même chose que ce qu'on a là-dedans. Ça va créer l'application, mais juste, en fait, on le déclare comme étant actuellement dans l'environnement testing. Alors, à quoi ça sert l'environnement? Enfin, de savoir qu'on est dans l'environnement testing. Par exemple, la base de données, quoi. Si vous vous connectez sur un Postgre, vous n'avez pas forcément envie de pourrir votre base de données actuellement en prod quand vous faites les tests, donc vous avez envie d'avoir une base de données de test. Ou plein de choses comme ça. Et dans votre configure, ici, vous récupérez l'environnement. Et donc, vous pouvez à ce moment-là faire votre configuration. Donc là, on ne voit pas avec SQLite, mais avec Postgre, via des variables d'environnement ou en direct dans votre code, vous pouvez configurer les choses ici. Après, si vous êtes en prod, je vous conseille de passer par des variables d'environnement. Donc voilà, donc on a tout ça, on fait la petite configuration, et puis on implémente des petites méthodes qui sont là, qui s'appellent reset par exemple, qui vont appeler des méthodes juste sur ma base de données de revert, en fait de tout ce que j'ai fait comme changement sur ma base, et puis qui va rappeler une migration propre de ma base. Donc en gros, à la fin de chaque test, ma base elle repart clean, comme neuve, jamais personne n'a rien fait dessus. Voilà. Et puis après, on a des petites méthodes qui vont permettre d'envoyer des requêtes HTTP de manière plus simple. C'est juste ça. Voilà. Histoire de rendre les choses plus visibles. Et puis, du coup, on va créer... alors, avant de créer ça... Hop là. Ces méthodes-là, revert et migrate, elles ne sont pas disponibles par défaut. Il faut les ajouter ici, dans la configuration. Voilà. Donc là, en gros, je dis juste que je veux ajouter des commandes fluent comme interface possible à mon run. Voilà. Donc là maintenant, il va noter et du coup, on va faire un nouveau fichier. Alors, qui s'appelle models.testable plus testable, ouais, c'est ça. On est bien dans notre target de test. Voilà. Et donc dedans, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on fait juste une extension de notre to-do, notre modèle to-do, et du coup, on lui ajoute une petite méthode simple, create, qui prend un titre avec un titre par défaut. Donc là, j'ai mis my un UID to-do, et qui prend une connexion pour être créé, qui renvoie notre to-do. Donc dedans, qu'est-ce que ça fait? Ça crée le to-do et ça le save sur la connexion de manière synchrone. Parce qu'on est en train de tester, on n'a pas envie de faire de la synchrone, c'est trop compliqué dans les tests. Donc on appelle wait. Wait, tout ce que ça fait, c'est que ça bloque le code de manière synchrone jusqu'à temps que la feature se réalise. Et une fois que la feature est réalisée, hop, elle retourne. Donc vous voyez, on a bien un to-do tout le temps et on n'a pas une future to-do. Ça simplifie l'écriture des tests. Donc voilà. Ça vient avec NIO. Ouais, NIO le permet, de base.
Alors par contre, si on appelle un wait dans notre code de route, dans notre code là, on a un assert. Il y a une assertion qui pète, comme quoi si on appelle ça sur notre code applicatif, c'est crash direct et ils disent n'utilisez pas ça en prod. En fait, derrière, il voit qu'il est en instance de test. En fait. Donc c'est juste pour les tests, quoi. Vraiment. Mais c'est fait pour NIO. Donc vous voyez, même dans NIO, ils ont pensé aux tests. Ils se sont dit, hey, les tests, c'est important côté serveur. Je suis pas du tout insistant. Et donc du coup, on va créer un autre fichier, donc là qui est justement notre fichier de test. Donc todo test. Voilà. Voilà. Donc là c'est enfin notre fichier de test avec tout ce dont on a besoin pour notre fichier de test. Donc déjà l'import. Alors vous avez vu, hein, c'est comme iOS. Notre app on l'apporte avec le add testable. Ça permet de bénéficier de tout le modèle, etc. Puis ensuite, on a besoin de Vapor, d'XCTest et puis des SQLite parce qu'on va s'en servir. Donc on a notre objet, je lui déclare une URI, donc l'URI par exemple de mon truc. Je lui déclare une application. Pour rentrer dans les détails de pourquoi je fais ça, c'est très très récent, ça date de hier. Enfin, ça date plus exactement de lundi, pour en parler plus en détail. Et ensuite, donc dans mon setup, je reset mon application et ensuite je récupère en fait mon application testable. Donc là c'est ce que j'ai fait avant et je la set et je crée une nouvelle connexion à la base de données SQLite à partir de cette application là. Et à la fin de chaque test, je ferme ma connexion et je détruis mon app. Voilà. Tout est prêt pour tester. On écrit notre premier test? Oui. Désolé. Donc du coup, premier test. Là, c'est ce que vous avez l'habitude de voir en fait. Faut commencer par test. Et puis là, je fais un listing. Donc, je crée un to-do avec le titre qui est là. Et puis, je crée un deuxième to-do. Et ensuite, je demande l'ID je vérifie en fait l'ID de mon to-do. Donc require ID, en fait, ça va me retourner un ID strict et ça va crasher s'il n'y a pas d'ID. Donc en gros, s'il n'est pas en base, en fait, il me renvoie une erreur. Ça, c'est utilisable en prod. Donc en prod, ça crache pas, mais ça renvoie un abort, une erreur. Et du coup, là, je fais ma getResponse qui derrière fait un appel HTTP, donc à mon V1 to-do. Et je demande de décoder ça en tableau de to-do. Je récupère ma réponse, puis ensuite, j'utilise XCTest, quoi. Donc je vérifie que c'est pas nil, je vérifie que j'en ai bien deux par rapport à ce que j'ai créé, que mon premier a bien le même ID que l'ID que j'ai là, que son titre est bien le même que le titre qui est déclaré là, et puis pourquoi pas, que c'est bien le titre que je lui ai déclaré avant la création, par exemple. Et là après, on fait ça, hop. Ça va builder tout. Voilà, donc c'est buildé, on exécute le test, et voilà, c'est succeeded, super. Et donc du coup, c'est parfait. On a notre test, qui tourne. Seulement, il y a peut-être un truc qui a tiqué pour vous si vous êtes dans le domaine. C'est que tout à l'heure, j'ai dit, on utilise XCTest, on utilise Xcode. Donc du coup, il y a peut-être quelque chose qui a tiqué à votre oreille. C'est qu'en fait, j'ai parlé des tests via Xcode. Et les tests sur Xcode, c'est bien pour développer. C'est bien aussi de tester sur macOS, parce que c'est important qu'on s'attende sur macOS. Mais en fait, sur macOS, quelque chose qui est bien, c'est que derrière, toutes les API Foundation, tout ce qui est utilisé en fait par Swift Server, c'est des choses qui sont codées directement par Apple. Et ce sont des choses que vous utilisez tous les jours dans iOS, quoi. Foundation, vous l'utilisez tous les jours dans iOS. Donc il y a de fortes chances que ce que vous utilisiez fonctionne et que ça soit parfait, que ça soit top. Seulement, sur Linux, l'implémentation, c'est en partie par Apple, mais c'est aussi beaucoup par la communauté. Et l'implémentation de Foundation sous Linux, elle n'est pas complète. Vous n'avez pas tout. Et donc, il y a des choses, et ça, c'est pas documenté. Il y a certaines choses qui manquent sous Linux. Et vu que
il y a de très 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 fortes chances que vous fassiez tourner votre serveur sous Linux et pas sur Mac, parce que ça coûte beaucoup moins cher et c'est beaucoup plus simple d'héberger sous Linux que sur Mac. En fait, c'est beaucoup plus important de tester sur la plateforme sur laquelle vous allez faire tourner votre code, quoi. Donc c'est très important de tester sous Linux. Donc du coup, il y a des petites choses à faire en plus pour pouvoir tester sous Linux. Je vais vous montrer quoi. Notamment, hop là, de déclarer cette fameuse, ce fameux tableau statique de tous vos tests, parce que sous Linux, le système va être incapable, avec Swift en direct, il va être incapable en fait de lister toutes ces méthodes tests qui sont listées automatiquement et dont on est habitué de les lister automatiquement. Là, lui, il va être incapable de les lister, donc en fait, il faut juste lui dire, il y a cette méthode qui existe, elle est là, elle s'appelle comme ça, et dans son implémentation est là. C'est aussi simple que ça. Et donc, du coup, il y a un autre fichier qui a été créé pour nous avec le template, mais qui n'est pas inclus ici dans notre fichier Xcode. Hop là, tac, c'est dans Visual Studio, ça s'appelle, dans Test, ça s'appelle Linux Main. Voilà, donc là, on a un objet Linux Main, qui est le main Swift, mais lancé sous Linux pour votre target de test. Donc là, il faut lui dire 2-3 trucs. Donc XCTest existe sous Linux, hein, évidemment. Voilà. Donc on va importer XCTest. On va du coup importer notre fameuse target AppTest, mais là du coup on l'importe comme testable. C'est marrant, mais une exception. Et ensuite, on va là implémenter à la main notre XCTest main et on lui déclare dedans l'ensemble des tests qu'on veut lister. Donc là, en l'occurrence, on a juste tous les tests de to-do-test. Après, on imagine bien que si on a chaque classe de test, il va falloir les lister dans le tableau. Personne n'a encore scripté ça? Non. Non, il n'y a pas de script là-dessus. Après, en fait, pour être très honnête, je pense que j'ai pas trop creusé non plus parce que c'est tellement devenu une habitude à chaque fois que j'écris un test de remplir le tableau que... Mais ouais. Et il y a d'autres choses aussi qui peuvent être faites. C'est en dehors de ce truc-là, mais en fait, du coup, ce que je fais, c'est par exemple mon serveur d'intégration continue, CI, elle déroule tous les tests sur macOS. Ensuite, elle déroule tous les tests sur Linux. Et si le nombre de tests en fait est différent l'un à l'autre, il y a une erreur qui est remontée. Donc du coup, on peut aussi s'en rendre compte comme ça. Voilà, je sais pas si c'est une bonne manière, mais donc voilà. C'est cool. Du coup, donc là, je vous ai montré un petit peu comment ça marchait sur Linux. Enfin, ce qu'il fallait faire en plus sur Linux. Je vous propose juste, parce que to-do-test c'est un petit peu limite pour l'instant, donc je vous propose d'ajouter d'autres tests puisqu'on a d'autres routes. Donc là, en fait, ce que j'ajoute, c'est... Je suis resté dans VS Code, c'est pas grave, ça marche. Donc là, tout ce que j'ajoute, en fait, c'est Retrieving from API. Donc là, c'est le get en direct. Là, ensuite, j'ai ajouté la création. Donc la création, il faut un to-do qui n'est pas déjà en base. Donc plutôt que de passer par ma méthode create, je passe directement par l'init de l'objet, simplement. Et puis ensuite, je fais un post avec en header content type, que je passe en data, je lui dis de décoder, etc. Et puis ensuite, je teste tout ça. Peut-être pas forcément très lisible sur VS Code. N'hésitez pas à me dire. Donc on a ça, là on fait nos tests. L'update, on fait le test pareil. Delete, on fait le test. Et on vérifie bien qu'on est non contente. Et ensuite, on enrichit. La chose importante, effectivement, il ne faut pas oublier d'enrichir le tableau all test qui est là. Voilà. Si tu mettais ce tableau directement dans l'autre fichier, ça fonctionnerait pas. En fait, ça pourrait fonctionner, mais ça serait non, ça fonctionnerait pas en plus parce qu'il faudrait l'implémentation. Il faudrait que je crée une instance en fait de l'objet pour pouvoir mettre l'implémentation directe. Donc ça serait un peu lourd en niveau notation. Et là, le Linux main, il est très light, mais en fait, dès que tu commences à avoir un certain nombre d'objets, il grandit vite. Donc voilà, bon, c'est super. Sur macOS et tout, si je fais POMU, on déroule tous les tests macOS pour vérifier que ça marche bien. Super. Donc là, on a mes tests, tout est déroulé, c'est parfait, tout est vert, j'aime bien quand c'est comme ça. Par contre, sous Linux, on teste sous Linux, ça vous dit? Ouais. Alors, du coup, sous Linux, il y a un truc qui est super.
Pour les serveurs, ça s'appelle Docker. Du coup, on fait un Dockerfile, je vous propose. Est-ce qu'il est bien au bon endroit? Non, il n'est pas au bon endroit, mettons-le là. Voilà, donc il faut le mettre à votre route. Hein. Donc du coup, dans mon Dockerfile, je dis juste que j'utilise l'image Swift 4.2. Je définis un workdir. Je ne vais pas rentrer dans le détail de Docker, mais au final, je package le tout et je lance ensuite la commande Swift test. Voilà, et puis un Docker Compose. Donc là, désolé, on sort vraiment là du champ d'iOS. Hein. Tac. Ça s'apprend sur le tas, j'ai appris sur le tas. Tac. Donc là, bon, le but du Docker Compose, il sert pas à grand chose. En fait, là, dans ce cas-là, il sert pas à grand chose. Je vais juste lancer les commandes parce que ça risque d'être long. Voilà. Donc là, je vais appeler Docker Compose Build. Voilà. Donc là, il va récupérer tout. Il va builder toutes mes machines et récupérer. Donc là, il a lancé les machines dans Docker. J'ai déjà Docker qui tourne sur ma machine. Hein. Et du coup, il est en train de récupérer toutes les dépendances. Donc ce que fait en fait Vapor Update finalement. Et ensuite, il va lancer les tests. Donc là, c'est les dépendances qui sont longues. Du coup, mon Docker Compose, il est vide là, il n'y a pas trop d'intérêt. En fait, l'intérêt, il est surtout lorsque vous avez une base de données, parce que vous pouvez récupérer vos différents containers. Si vous avez un Postgres, si vous avez un Elasticsearch, si vous avez, n'importe quelle en fait autre instance avec laquelle vous interagissez, vous pouvez récupérer vos différents containers, les mettre dans votre Docker Compose et hop, vous avez toute votre image qui est prête en une commande et qui est liée en direct. Vous mettez vos dépendances et ça marche super bien. On pourra creuser si vous voulez. Donc là, il est en cours, il run, wouh, et voilà. Donc là, il a buildé. Il n'a pas runné mes tests, mais c'est build sur une image Ubuntu 16.04. Et du coup, où est ma souris? Elle est là. Non, je suis pas dans ma console. Difficile ces fonds noirs. Et donc du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... j'ai mis n'importe quoi devant. On va appeler en fait une autre méthode de Docker Compose qui permet en fait de réveiller nos containers. Donc là, ce qui va se passer... En fait, j'ai mon doc qui m'embête depuis tout à l'heure. Voilà. Ce qui va se passer, c'est que là, il va justement mettre en œuvre nos containers et appeler Swift test dessus. Donc, ce que fait Swift test, c'est qu'il compile les dépendances d'abord. Donc, tout ce qu'on a vu de task API, donc on voit là, est en train de compiler. Donc, il nous compile toutes nos sources. Il nous fait tout ça. Ça peut être un peu long, enfin, pas plus long que tout à l'heure normalement. Donc là, on voit tout ce qui affiche Xcode en haut, en fait, dans la petite barre. Hop, voilà. Et donc là, il a fait le migrate et il a exécuté nos tests. Donc on les voit là. Nos tests sont exécutés. Super. Et ensuite, je lui ai dit de quitter quand il avait fini. C'est cool. On a testé sous Linux. Bon voilà. On pourrait aller beaucoup plus loin. La démo est encore. J'ai encore des choses, mais ça fait déjà vraiment longtemps que je vous parle, donc je pense qu'on va s'arrêter là. Mais il y a beaucoup de choses à faire. Là, je veux vraiment juste la base de la base, c'est-à-dire un objet avec tout ce qu'on peut faire en CRUD derrière. Mais évidemment, on a les relations entre objets simples, enfin one-to-one, many-to-many. Évidemment, on a l'authentification basique, mirror, etc. d'implémenter de base. Et on peut s'interconnecter avec un tas de services tiers. La communauté est très grande. L'authentification aujourd'hui gérée même en SSO avec du Google, du GitHub, du n'importe quoi. Tout ça, c'est de base. Vous avez JWT, si vous connaissez ou pas, c'est des web tokens partagés. Voilà. JWT, c'est implémenté aussi. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses sur Vapor qui sont possibles. Non, c'est une extension, ouais. C'est une extension qui fait partie de Vapor Community. Donc là, en gros, si je peux vous montrer des trucs constructifs, je pense que c'est ça plutôt que de continuer la démo. En gros, sur GitHub, en fait, vous avez l'entité Vapor. Donc Vapor, hop là, donc on a Vapor, voilà, avec le fameux
truc que je viens de vous présenter, avec la communauté Discourse, qui est très très active d'ailleurs. Si vous avez des soucis, vous pouvez aller poser vos questions là-dessus, ils vous répondent très vite. Et puis derrière, il y a plein de choses, donc la crypto pour gérer les mots de passe ou d'autres choses. Bon, ça, c'est les templates d'API, mais bon, il y a plein de trucs de base qui sont là. Donc là, c'est les drivers Postgre, Fluent, donc tout ce qu'on a vu, ça, c'est les trucs de base vraiment, qui sont dans Vapor, qui font partie de Vapor. Et puis, il y a la Vapor Community. Hop là. Donc la Vapor Community, donc ils ont un style guide d'ailleurs, que je vous conseille beaucoup, qui est là, où ils vous disent quelles sont les bonnes pratiques, quoi. Quels sont les trucs à mettre en œuvre, comment gérer votre hiérarchie de répertoire, quels sont les bons trucs à faire, etc. Donc vraiment un style guide, quoi, pour que, comme avec il y a Swiftlint, je mets Swiftlint aussi en général, mais comme pour n'importe quel app iOS, c'est bien que n'importe quel dev arrive sur le code et puisse rentrer dedans comme ça, quoi. Et puis après, la communauté, elle implémente un tas de trucs, quoi. Donc Imperial, c'est ce dont je vous parlais, donc Duo avec Google, avec GitHub, avec tout un tas de trucs. Il y en a qui ont fait des extensions aussi par-dessus les bibliothèques existantes. Bon là, SendGrid si vous voulez envoyer des mails. Stripe parce que bien sûr vous avez à faire du paiement ou des trucs comme ça. On peut continuer. Neo Postgres, c'est un truc en cours qui est en cours de discussion aussi sur les forums Swift. Il y a une partie serveur aussi sur les forums Swift si vous faites partie de ceux qui suivent la communauté open source de Swift. Et du coup, Neo Postgres, c'est la volonté du mec qui a développé Vapor de faire un driver Postgres directement en utilisant SwiftNIO plutôt qu'utiliser les trucs de Vapor. Et ça marche plutôt bien, même s'il dit de pas l'utiliser en prod. Donc on l'utilise pas en prod, mais ça marche déjà. C'est plutôt pas mal comme un truc pour un truc en cours de boulot, quoi. Et puis bon, il y a plein de choses, quoi. Des abstractions de OneSignal si vous voulez, plutôt que de taper directement les API REST de OneSignal, il y a des abstractions, enfin bref. Et il y a plein de pages, donc vous pouvez y aller. Et une chose dont j'ai absolument pas parlé non plus sur Vapor, mais qui est présent de base, c'est, alors ça va être plutôt là, c'est présent de base sur Vapor, c'est Leaf. Leaf en fait, ok, moteur de recherche, ah ouais mais non, c'est de ma faute. Leaf, voilà, c'est que je veux. Voilà, donc c'est présent de base. En fait, il n'y a pas de release. C'est juste un moteur de templating, parce que là, on a parlé de l'API Vapor, mais on peut parler aussi des apps web. Et donc, ça peut rendre des pages web, quoi. Des pages web avec votre contenu directement en base. Donc, soit vous êtes joueur, et on a vu que là, il y avait un to-do controller, mais on pourrait faire un to-do view controller et qui va directement sur des requêtes lancer des template leaf pour afficher votre vue de to-do. Donc ça, c'est si vous êtes joueur. Et c'est ce qu'ils font dans la plupart des démos parce que c'est tellement plus simple de linker directement sur la BDD. Mais sinon, moi, je vous conseille quand même de faire une app web à part qui interroge en REST votre API. Mais du coup, c'est possible avec Vapor de faire du web. Ouais. Voilà. Et après, peu importe la techno-front que vous souhaitez utiliser, si vous voulez utiliser du Vue.js, du React, ce que vous voulez, derrière, vous pouvez avoir du Leaf. C'est très très simple d'injecter dans n'importe quel fichier du contenu. Et vos features de NIO sont automatiquement décodés par le moteur de template. Enfin, pas voulu aller trop dans les détails. Mais... donc voilà. Hop. C'était donc la fin de la démo. Si vous voulez aller plus loin, je vous conseille la première présentation, Sharing Swift, Writing Code That Scales, de Florent Pilet. Il a parlé de ça à FrenchKit 2018. En gros, il explique un petit peu comment il s'y prend pour partager ses modèles. Parce que ouais, vous avez du Swift. Vous avez du Swift côté serveur sur votre API. Vous avez du Swift côté web. Vous avez du Swift sur iOS. Donc ça fait sens de partager ces modèles, de partager le même code dans un framework. Et c'est possible, et il en parle.
Du coup, je vous conseille aussi, on parle souvent des bouquins de Ray Vanderlich, mais moi ça m'a beaucoup aidé. Server-side Swift with Vapor, donc c'est écrit en fait par les gens qui créent le framework. Donc voilà. Et vous avez un super sample code derrière, hyper complet. Pourquoi ça m'a beaucoup aidé? Parce que le gros problème de Vapor à l'époque, c'est plus le cas maintenant, mais le gros problème à l'époque, c'était la doc, quoi. Ils allaient super vite dans l'implémentation, il n'y avait pas de doc, quoi. Il n'y avait vraiment rien, il fallait aller lire le code pour pouvoir avancer. Et en fait, ce bouquin, c'était le premier truc qu'ils écrivaient avant la doc gratuite. Ils écrivaient ce bouquin-là, donc ça m'a vraiment beaucoup aidé. Une curated list, on connaît les listes awesome. Voilà, là, c'est une curated list de plein de trucs. Il y a plein de trucs vraiment cool dedans. Et la communauté, je vous en ai parlé. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je vous ai assommé là. Alors, sur retour d'expérience, un langage fortement typé comme ça sur le serveur, je ne sais pas si ça en a fait d'autres avant. En fait, c'est bien ça mon problème. C'est qu'à part quelques tests comme ça pour jouer avec d'autres langages serveurs, surtout celui qui m'a intéressé le plus, j'avais regardé Node, j'avais regardé beaucoup de choses. Celui qui m'a intéressé le plus, c'était Django en Python. Il y a plein de concepts en fait qui se rapprochent de Django dans Vapor. Mais j'ai plus joué avec vraiment creuser, quoi. Donc au début je jouais avec Vapor, et au final je me suis dit allez, j'y vais vraiment, parce que ça me semblait avoir atteint, enfin là avec Vapor 3 il y a quand même une certaine maturité quand même qu'on sent, les appels sont beaucoup plus simples. Au début je me suis amusé à faire des API avec Vapor 2. Il y avait plein de trucs où on était obligé un peu de tricher ou d'écrire notre propre bout de code sur certains endroits où c'était pas complètement clair. Maintenant, avec Vapor 3, c'est quand même vraiment beaucoup plus simple, même sur le templating. Le typage fort, moi j'adore parce que lorsqu'on met les mauvaises clés dans les bodies ou des trucs de ce type-là, on se retrouve avec une erreur propre qui ressort, quoi, et qui remonte. Vu que le système d'erreur qui est utilisé, c'est justement le système d'erreur Swift avec les throwable. En fait, s'il y a le moindre problème qui remonte à n'importe quel endroit, en fait, ça remonte tout en haut automatiquement, quoi. Donc on a toujours un abort, on n'a jamais un truc qui bloque ou qui crache. Erreur 500, j'en ai eu quelques-unes, mais c'est souvent avec des services tiers. C'est assez rarement avec le code direct Vapor. Voilà. Ça, s'il y a des outils pour générer de la doc, générer la doc de tes API, typiques ça. Les mêmes qu'iOS. Ah oui, automatiquement? Oui, tu sais la doc des API. Ouais, non. Swagger. Ouais, un Swagger, il va falloir le faire, je pense, pour l'instant à la main. Ouais. C'est pas, ouais, il n'y a pas de truc. En tout cas, pas à ma connaissance. Les perfs sur Linux, ça sont vraies. Ouais, les perfs, en fait, j'en ai volontairement pas parlé. Parce qu'il y a beaucoup de talk là-dessus, il y a beaucoup de papier, beaucoup d'encre sur les performances. Ouais, les perfs sont très bonnes quand même. C'est du Swift, c'est compilé. Donc à côté d'un JavaScript ou d'un Ruby, ouais, ça marche très bien. Il n'y a pas de comparaison avec Django. T'as pas parlé de Java? J'ai pas parlé de Java non plus, ouais. Mais enfin, j'ai demandé à des gens, notamment donc, Florent Pilet qui a plusieurs API en prod, qui a plusieurs services en prod. J'ai un service en prod avec un certain nombre d'utilisateurs aussi. Bon, je monte pas au-dessus de 50 mégas de RAM, quoi, avec un tas d'appels. Et le service de base, quand il est juste booté, ça consomme 20 mégas. Voilà. Et ça encore, c'était, je vous parle de ça, c'était avec une fuite sur les connexions BDD qui ne fermaient pas toutes bien et qui a été fixée lundi. Enfin, qui a été mergée lundi. On avait poussé le fixe. Qui l'utilise en production avec beaucoup d'utilisateurs? Aujourd'hui, il n'y a pas trop de communication là-dessus. Il y a 2 sociétés qui publiquement en fait disent qu'elles font que ça et qui du coup sont backers du projet Vapor et qui sont très actives aussi sur le discours forcément parce que elles ont des gens chez eux qui travaillent tous les jours dessus. Donc elles sont visibles là d'ailleurs sur Vapor. Mais à part ça, il n'y a pas trop de personnes. Hop là, et ces 2 boîtes-là, Nodes et Scalpo, et ils disent, je crois, carrément sur leur site, nous on fait que ça.
Enfin, on fait là, c'est pas celle-là, mais il y en a ils disent nous on fait que du Swift, que du server-side Swift, et jusqu'ici bah ils sont plutôt pas mal. Ils sont joueurs vraiment parce que ils faisaient déjà avec Vapor 2 et ils ont écrit beaucoup de code au début sur Vapor 2 pour faire des choses qui étaient viables en prod, quoi. Et du coup, ce qui est intéressant, en fait, c'est très bien d'avoir ces boîtes-là. En fait, ce qui est intéressant quand on va sur leur GitHub, c'est qu'ils implémentent un certain nombre de choses sympas, comme l'admin panel qu'on connaît sur Django. Django, là, il y a l'admin panel qu'on a gratuitement qui permet de voir tous nos objets, de taper en base, de faire plein de trucs. Bah, ça, eux, ils l'implémentent sur Vapor. Donc, en fait, on peut créer une app Vapor qui fait ça. Voilà. Je sais pas si ça répond à ta question. Mais autrement, quels sont les projets? Bah, en fait, on ne sait pas encore. Il y a plein de trucs. Voilà. Yes. Oui, tu avais fait un projet un peu plus costaud avec Vapor. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais aux mecs qui reprendraient le projet après toi? Que ça vaut le coup de regarder la techno. Surtout quand ça a été respecté, quoi. Donc après, je sais pas si le mec qui a codé ça, il a respecté ça, mais il y a de fortes chances. Oui, pardon. Du coup, tu nous as parlé de Vapor, mais vraiment, qu'est-ce qui a fait que tu as choisi directement Vapor par rapport à Kitora? Ouais. Alors en plus, la première fois que j'ai fait du server-side, c'était avec Kitora, avec Chris Bailey à FrenchKit, quand il était venu. Et du coup, Kitora, c'est très bien, et ça fait ça gère les routes de base, et on peut aller un peu plus loin avec, mais après, on se retrouvait, enfin en tout cas, à l'époque quand j'avais testé, on se retrouvait avec le toolkit vraiment de base. Et à l'époque encore, vraiment, j'ai pas regardé aujourd'hui ce que ça fait pour être très fair play. Je ne sais pas aujourd'hui où ils en sont. Et à l'époque, en fait, Vapor faisait la même chose que Kitora dans ce qu'ils appelaient le Vapor Engine, qui était vraiment le cœur de Vapor, qui faisait la gestion des routes et les appels, tout ça. Et déjà, en fait, à l'époque, ce que proposait Vapor, c'était tout ce qu'il y avait au-dessus, quoi. C'était l'ORM, la connexion à la BDD avec l'abstraction justement objet, le fait d'avoir tous ces systèmes de génération, JSON, etc. Vapor 2, il n'y avait pas Codable à l'époque, donc il fallait gérer ça à la main. Eux, ils l'avaient déjà tout codé, et enfin, tous ces trucs-là. Et c'est pour cette raison, en fait, et pour la communauté que j'ai été sur Vapor. En gros, en regardant, je me suis abonné aux deux Slack Kitora, Slack Vapor. À l'époque, c'était un Slack, maintenant c'est Discord. Et sur Kitora, ça parlait assez peu. Bien que Chris Bailey soit très disponible et que dès qu'on lui posait une question, il essayait d'y répondre au max. Mais c'était globalement assez discret, alors que Vapor, ça arrêtait pas. Il y avait tout le temps animé, tout le temps un tas de trucs. Donc rien qu'à regarder le rythme de release, je me suis dit, peut-être que ça vaut plus le coup d'aller là où c'est le plus actif. Et c'est aussi bête que ça. Et après, du coup, la dernière doc, donc ça c'est la doc publique que vous pouvez avoir sans payer, contrairement au bouquin. Et du coup, vous avez un tas de trucs, quoi, vraiment bien expliqués de base, quoi. Donc, avec les différents modèles, etc. Donc là, les modèles, c'était de Lint. Si on avait continué la démo, je vous aurais montré des utilisateurs avec du UID. C'est possible d'avoir du UID aussi. Il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Du multipart pour le upload de gros fichiers, etc. Voilà. Je propose yes. qu'on s'arrête là. 21h. Pour ceux qui ont faim, qui ont soif, on peut se retrouver juste de l'autre côté du hall. Là, il y a des pizzas, il y a des bières. Voilà, accès à la tireuse. Voilà. Merci David, merci Gisnor, c'était 2 fois. Merci.